l'humanité fouille les mystères de la vie, plus le désir de connaître ses origines devient pressant. Toute vie a-t-elle évolué graduellement à partir de quelques créatures unicellulaires? De lents processus et le hasard peuvent-ils créer de nouvelles espèces? Ou les données scientifiques sont-elles mieux en accord avec l'idée qu'un maître créateur a conçu les différentes espèces initiales d'animaux et les a destinées à se reproduire selon leur catégorie, mais avec un potentiel génétique programmé pour une grande variabilité grâce à une reproduction sélective à l'intérieur de chaque espèce? L'histoire des êtres vivants devrait-elle être représentée par un seul arbre évolutif qui partirait d'un seul ancêtre commun pour toute forme de vie? Ou par une forêt d'arbres, chacun représentant une espèce originale différente et chacune avec un pouvoir de grande variation? Dans le comté anglais du Kent se trouve le village endormi de Darn. Si aucun homme célèbre n'avait jamais vécu là, vous et moi n'en aurions probablement jamais entendu parler. Et le village aurait pu continuer à dormir entre ces vertes prairies et ces vieux arbres. Mais voici le manoir de Charles Darwin, aujourd'hui devenu un musée qui est dédié à l'homme et à son œuvre. Dans ce bureau, il a écrit les livres qui ont apporté une nouvelle croyance au monde. Une croyance dans le progrès, dans le développement de stades primitifs vers des étapes supérieures, jusqu'à ce que peut-être la perfection soit atteinte. Une croyance qui ressemble parfois étrangement à une nouvelle religion. Elle s'appelle l'évolution. J'ai ici une copie de la première édition de l'origine des espèces de Charles Darwin, publiée en 1859. Le livre a provoqué beaucoup de remous dans le monde entier lors de sa parution. Mais qui était Charles Darwin? Charles Darwin était un gentleman anglais. Il avait été élevé à Édimbourg et y avait étudié la médecine pendant environ 2 ans. Ensuite, il était allé à Cambridge, où il avait étudié pour entrer dans les ordres et obtenu une maîtrise. Voyons maintenant ce que raconte son livre et pourquoi il a provoqué et provoque toujours de tels remous. Darwin essaya de prouver que la vie, c'est-à-dire les plantes et les animaux, subit de petites variations qui sont liées à l'environnement ou causées par lui, et que ces petits changements dans la biologie humaine, animale et végétale, sont héréditaires, c'est-à-dire, sommairement, si une girafe étire son cou, étire encore son cou, et l'étire toujours plus pour atteindre les feuilles les plus élevées des arbres, et si toutes les générations suivantes étirent leur cou pour atteindre la cime des arbres, alors le cou des girafes va devenir de plus en plus long jusqu'à ce que nous obtenions une girafe. Si je peux me permettre de l'expliquer encore plus clairement, je dirais que si le forgeron se sert de ses biceps pour frapper le fer chauffé dans la forge, à la longue, il aura de plus gros biceps. Darwin pensait que de tels changements étaient héréditaires. Donc, partout où existe la vie, vous la verrez s'adapter à l'environnement, et cette adaptation fera que la vie progressera tout droit jusqu'à l'homme. Lorsque Darwin était jeune homme, il n'est finalement pas entré dans les ordres, mais il s'est vu offrir un poste de naturaliste sur ce bateau.
Voici un modèle réduit de ce bateau appelé le Beagle. Il fit le tour du monde pendant 5 ans sur ce bateau en y travaillant comme naturaliste. C'est là qu'il a trouvé de nombreuses preuves sur lesquelles il pensait pouvoir baser ses théories. En décembre 1831, le Beagle quitte le port de Plymouth. Après un voyage le long des côtes du Brésil et des autres pays de l'Amérique du Sud, le bateau atteint les îles Galapagos. Au cours de ce voyage, Darwin étudie la géologie du paysage. Chaque jour, il note tout soigneusement dans son journal. Au Galapagos, il fait une découverte intéressante. Il trouve différentes sortes de pinsons qui, sans aucun doute, appartenaient à l'origine à une seule espèce. Mais sur ces différentes îles, il s'était apparemment développé en diverses espèces. Ces variations au sein d'une espèce lui donnèrent de nouvelles idées passionnantes. S'il était possible à une espèce de pinson de développer des caractéristiques différentes, alors pourquoi ce développement ne pourrait-il pas aller plus loin? Il a extrapolé l'idée d'un changement au sein d'une espèce ou d'un genre, comme c'était le cas pour les pinsons, car il pensait que l'on pouvait aller dans la direction de ce que les Français appelaient le transformisme, c'est-à-dire qu'une espèce peut se transformer en une autre espèce supérieure, de telle sorte que finalement on peut aller d'une amibe à l'homme, en se basant sur ces petites variations qui sont héréditaires et transmissibles. On finit par obtenir une évolution graduelle au fil des années, un grand nombre d'années, en partant des formes de vie les plus simples jusqu'aux formes supérieures et complexes, ce que nous, les humains, nous targuons d'être. Si vous écoutez des émissions radiophoniques ou lisez des livres sur ce sujet, vous verrez que les gens soutiennent, sur la base des idées de Darwin, telles qu'elles sont présentées de nos jours par le néo-darwinisme, que lorsque la vie apparaît, lorsqu'il y a de l'énergie et de la matière, alors celles-ci produiront la vie. Et cette matière, une fois qu'elle a produit la vie, évoluera d'elle-même automatiquement vers des formes supérieures de vie consciente, et cela se produira sur la base des théories de Darwin. Lorsque Darwin, mort en 1882, est enterré à l'abbaye de Westminster, son idée de l'évolution s'est répandue à travers le monde. Dans une autre partie d'Europe, à Brno, en Tchécoslovaquie actuelle, un autre ecclésiastique est intéressé par la biologie. Depuis 1856, un moine d'un monastère augustin a fait de curieuses expériences. Son nom est Gregor Mendel. Gregor Mendel, bien que moine, fut le premier homme à fonder la science de l'hérédité sur une solide base mathématique. Comme cela est bien connu, il a travaillé sur les pois cultivés, les pois nains et leurs différentes couleurs, et il a montré que la distribution des caractères et leurs variations correspondaient à des lois mathématiques qui sont parfaitement bien définies. Si son œuvre n'avait pas été oubliée pendant pratiquement 50 ans, jusqu'au début du siècle, évidemment, elles avaient été publiées, mais dans une revue scientifique à faible tirage et personne ne l'avait remarqué, si son travail sur les mathématiques de l'hérédité avait été connu, cela aurait évité de nombreuses spéculations apparues plus tard sur l'origine des espèces. À l'époque de Mendel, le monastère était en territoire autrichien et Brno s'appelait alors Brunn. Là, sur un petit lopin de terre, il croisait ses pois. 9 ans plus tard, en 1865, Mendel exposa triomphalement sa passionnante découverte. Il était absolument sûr, d'après ses expériences, que l'on peut mathématiquement prédire comment les différents caractères seront hérités par les générations successives. Les caractères héréditaires ne disparaissent pas, même si le croisement fait intervenir plusieurs caractères. Ils réapparaîtront maintes et maintes fois. Et il est possible de prévoir quand et même comment. La communauté scientifique ne fut pas très impressionnée à l'époque. C'est ainsi que Mendel mourut en 1884 sans avoir été reconnu.
quelles sont exactement les célèbres lois de Mendel sur l'hérédité? Prenez une fleur rouge et une fleur jaune. Elles tombent amoureuses l'une de l'autre, se marient et ont des enfants. 4 magnifiques fleurs rouges. Ces 4, à leur tour, ont aussi des enfants. 3 jolies fleurs rouges. Mais regardez, une fleur jaune, des parents parfaitement rouges et un enfant jaune. Comment est-ce possible? Observons les gènes pour trouver la solution. Chacun des grands-parents rouges et jaunes a 2 gènes de la même couleur. Leurs enfants héritent un gène de chaque parent et donc ils en ont un rouge et un jaune. Mais parce que le rouge est dominant, leur couleur est rouge. Et l'histoire continue. Ils ont aussi des enfants et à nouveau un gène de chaque parent est hérité. Vous obtenez alors des couples complètement rouges, des couples mixtes et des paires de gènes complètement jaunes. Et une fleur complètement jaune. En regardant les fleurs, nous voyons la vraie beauté. Des couleurs et des formes incroyables dessinent une mosaïque si merveilleuse que l'on peut s'empêcher de ressentir une profonde admiration pour la puissance créatrice et l'intelligence de celui qui a décidé, le 3e jour de la création, que cela serait ainsi. Et Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Dieu vit que cela était bon. Voyons maintenant ce qu'est une espèce. Dans la vie, nous rencontrons une grande variété d'espèces. Aussi, nous allons aborder la question de l'espèce, ce qui, en fait, peut être assez difficile. Les spécialistes appellent l'espèce un pool génétique. Ce qu'ils entendent par là, c'est que chaque genre ou espèce a son schéma directeur de base pour chaque type. Il y a le genre chien, qui a son type particulier d'empreinte. Le coyote appartient à ce groupe, ainsi que le loup, le saint-bernard, le pékinois, le teckel et toutes les espèces de chiens qui existent. Bien sûr, ils sont différents l'un de l'autre, mais ils peuvent se croiser entre eux, et donc, ils appartiennent au même genre ou au même pool génétique. Si les différences physiques ne sont pas trop grandes, on peut obtenir le croisement d'un Saint-Bernard et d'un Pékinois. C'est la même chose avec le genre chat. Il a une forme de base d'ADN qui est si semblable que les différents types de chats pourront, en certaines circonstances, se reproduire l'un l'autre parce que les molécules d'ADN pourront s'assembler. Si c'est le cas, alors vous obtenez une espèce. Comme vous le voyez, c'est un terme plutôt difficile à définir. Le point important à se rappeler est celui-ci. Il est extrêmement difficile d'obtenir un croisement entre 2 genres. On ne peut pas avoir de croisement entre chat et chien parce que les molécules d'ADN ne peuvent pas s'assembler afin de se multiplier. Mais parfois, il se passe quelque chose dans les molécules d'ADN et des chromosomes. Une modification survient, c'est ce que nous appelons une mutation. En 1886, un Hollandais du nom d'Hugo de Vries découvre quelque chose de passionnant récoltant des fleurs sauvages. Il connaissait le notaire commune, mais là, il découvre des variétés inconnues de cette même famille. Il les ramène chez lui, il les multiplie et obtient des variétés complètement nouvelles. Il publie ses résultats en 1901 et 1903 sous le titre « Die Mutation Theory ». Pendant ces années, les résultats de l'œuvre de Mendel attirent l'attention publique mais paraissent rendre impossible la théorie darwinienne de l'évolution graduelle. Les mutations deviennent soudainement la nouvelle baguette magique du néo-darwinisme
et permettent aux solides barrières entre les différentes espèces d'être franchies. Pourquoi une mutation se produit-elle? La radiation est une des réponses. Ici, par exemple, on crée de nouvelles variétés de Sympolia en se servant de rayons X afin de provoquer une mutation. Ces mutations, occasionnées par les radiations et d'autres causes, peuvent survenir aussi bien chez les plantes que chez les animaux. Mais que fait réellement une mutation, surtout lorsqu'elle produit quelque chose d'aussi beau que ses fleurs? Est-ce qu'elle améliore réellement le genre ou l'espèce? La réponse est non. Prenons un exemple, la mouche du fruit. Le biologiste généticien hollandais Dr Willem Ouweneel nous explique. Que signifient tous ces mutants? La question importante pour l'évolutionniste a toujours été de montrer que les mutations jouaient un rôle dans la supposée évolution. Les deux seuls mécanismes apparemment connus pour la prétendue évolution sont les mutations et la sélection naturelle, qui est un processus naturel par lequel les mutations sont sélectionnées. Et les mutations favorisées sont additionnées de telle façon que nous obtenons graduellement toutes sortes d'animaux différents. Cela est-il prouvé par les lois de la génétique? Le premier constat est que nous pouvons conserver en laboratoire dans de bonnes conditions ces mutations, parce que nous les protégeons, nous sommes très convenables avec elles, et nous en prenons grand soin. Mais ces pauvres animaux mourraient facilement dans la nature, parce que toutes ces mutations leur ont fait du tort. Ces mutations sont très préjudiciables et nuisibles, et souvent, elles sont directement mortelles. Les mutations sont donc dangereuses. Elles sont cependant très intéressantes pour nous. Elles nous sont très utiles, car grâce à elles, nous pouvons étudier beaucoup de lois génétiques chez les animaux. Mais elles sont très exceptionnelles et très dangereuses pour les animaux. Les mutations dans la nature endommagent réellement les espèces et les affaiblissent. Dans notre contexte actuel de bombes atomiques et de centrales nucléaires, nous avons peur, et cela est compréhensible, des radiations et des mutations bizarres et des malformations qui peuvent en résulter. Mais peut-on dire que la sélection naturelle aide au développement d'espèces nouvelles plus résistantes en favorisant de petites mutations positives? Que fait réellement la sélection naturelle? Prenons quelques exemples. Disons que nous avons un organisme qui subit un certain nombre de mutations et que 95% de ces mutations sont négatives, c'est-à-dire qu'elles sont une entrave pour l'organisme. La sélection naturelle retranchera certainement ces organismes au cours du temps, puisqu'ils sont moins adaptés à leur environnement. Si un homme a du diabète par perte d'information dans ses gènes, ou même par mutation, alors il sera moins performant que des personnes en bonne santé. La même chose s'applique dans le règne animal. Cela empêche certainement la variété ou l'espèce de se dégrader. Cela l'empêche de péricliter. D'un autre point de vue, nous pouvons dire que nous obtenons un organisme qui a une mutation d'1 ou 2% au-dessus de la moyenne, de telle sorte que ce soit une particularité avantageuse. Si un organisme possède une sorte d'avantage, il se met à développer un œil. Par exemple, un ver se met à développer un œil. Naturellement, un ver de terre n'a pas d'œil. Il a seulement une tache noire. Mais si ce ver se met à développer une rétine et toutes les structures en rapport, alors ce nouvel organisme, qui est à demi achevé et qui est issu d'une mutation positive, sera une entrave jusqu'à ce qu'il soit parfait. Ce que réalisent ensemble la sélection naturelle et une mutation, c'est d'empêcher la dérive vers le bas d'une espèce. Mais elles ne s'occuperont jamais d'aider une espèce à s'améliorer, parce que la sélection naturelle fera en sorte que des vers améliorés
soit produit, mais empêchera la production de vers de terre qui sont, disons, à moitié serpents ou amphibiens, ou quelque chose comme cela, parce qu'ils auraient un handicap selon la théorie même de Darwin. Darwin pensait que la sélection naturelle, la lutte pour la survie et la survie du plus fort serait la cause d'une lente mais inexorable évolution d'une espèce vers une autre. De la matière inerte à des formes primitives de vie, de formes primitives de vie à des formes plus complexes, d'algues et d'amibes jusqu'aux primates et à l'homme. Mais Darwin s'était complètement trompé. La sélection naturelle elle-même empêche cela. La théorie tout entière est dépendante de l'idée que l'on n'obtiendra pas par hasard et tout de suite un nouvel organe complet, c'est-à-dire une macro-mutation, mais que l'on aura des petits changements. Ces petits changements vers quelque chose de meilleur seront un inconvénient pour l'espèce jusqu'à ce qu'ils soient achevés. Et comme ils ne sont jamais achevés, la sélection naturelle empêche l'amélioration autant que la dérive vers le bas. Et comme c'est le cas, nous nous rendons compte du fait que les espèces humaines, animales et végétales sont demeurées constantes tout au long des années par ce mécanisme de feedback, rétroaction, que Darwin avait correctement présenté. Ce qu'il n'avait pas vu, c'est que cela empêche une dérive, une lente dérive vers le haut, aussi efficacement qu'il empêche une lente dérive vers le bas. Et Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Lorsque la Bible dit que Dieu fit les animaux, l'homme et les plantes selon leur espèce, pour se multiplier selon leur espèce, nous découvrons une vérité scientifique absolument fondamentale qui est aujourd'hui aussi vraie que lorsque Moïse l'écrivit. Car Dieu a bien fait les poules génétiques constants. Il peut y avoir des variations internes, mais on ne peut pas franchir les frontières de ces groupes. On peut avoir des variations internes, mais pas externes. De la même manière qu'un morceau de musique de Mozart ne peut pas être changé en une fugue de Bach ou en une sonate de Mozart par un point d'orgue ou un point d'arrêt ou de reprise. Cela restera invariable et c'est exactement ce que dit la Bible au sujet des espèces et des genres que Dieu a faits. Les lois que nous découvrons les stabilisent à l'intérieur de leurs propres frontières de manière parfaitement rigide. Nous voyons donc que les lois et les découvertes de la génétique fournissent un puissant soutien à la création. Il est aussi important de noter que les fossiles sont en accord avec ces découvertes. En fait, Darwin avait considéré que la preuve des fossiles était peut-être la plus sérieuse objection à la théorie de l'évolution. Le docteur Gary Parker est un des anciens évolutionnistes passionnés qui ont changé d'avis et sont devenus des créationnistes convaincus après avoir étudié ces choses en profondeur. La plupart des gens pensent que les fossiles et l'évolution vont de pair. Mais en réalité, les fossiles sont une cause de grand embarras pour la théorie évolutionniste, car ils offrent un soutien considérable au concept de la création. Si l'évolution était exacte, on devrait littéralement trouver des millions de fossiles qui montreraient comment une forme de vie s'est lentement et graduellement transformée en une autre. Mais les chaînons manquants sont en quelque sorte le secret de fabrication de la paléontologie. C'est que les chaînons manquent toujours. Ce que nous trouvons en réalité, ce sont des brèches qui accentuent des limites entre les espèces. Ce sont ces vides qui donnent des preuves de la création des différentes espèces. En fait,
Il y a des vides entre chacun des principaux genres de plantes et d'animaux. Il manque des formes transitoires par millions. Ce que nous trouvons, ce sont des genres distincts et complexes qui nous orientent vers la création. À la fin de sa vie, Darwin était toujours rempli de doutes et il était frustré par ses propres théories. Il s'interrogeait encore sur les grandes questions de la vie. Et c'est ainsi qu'il est mort, finalement pour rencontrer son créateur, celui qui avait dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon.